On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais aussi sur notre application pour iPhone et iPad ORLM. Il faut la télécharger vite sur l'App Store. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va s'intéresser à l'actu forte d'Apple, à savoir l'iWatch, la montre d'Apple. Tout de suite, c'est le sommaire. Quelle sera la prochaine révolution griffée d'une pomme? Une montre connectée, ce n'est pas n'importe quel site de rumeurs qui l'affirme, mais coup sur coup, trois grands médias outre-Atlantique, à savoir le New York Times, le Wall Street Journal et Bloomberg. Alors faut-il y croire? Pour quels usages et à quoi pourrait ressembler cette future iWatch? Les objets connectés sont-ils l'avenir de l'industrie high-tech et vont-ils envahir notre quotidien? Débat en compagnie de Rafi Aladjian, le fondateur de Sense, inventeur du lapin Nabastag et pionnier des objets connectés. On refait le Mac, épisode 128, iWatch, le nouveau défi d'Apple. Avant de vous présenter nos invités cette semaine et nos chroniqueurs habituels, On refait le Mac vous offre cette semaine 2 passes pour assister au Mobile 2013, une conférence qui réunira le 18 et 19 mars prochain au centre Pompidou à Paris, la fine fleur de l'écosystème mobile, au travers de témoignages de 6 grandes marques et de 9 tables rondes. Le thème principal cette année sera le choc des géants du mobile et son impact sur le business. Pour gagner l'un des 2 passes qui vous est offert par tirage au sort par Refait le Mac et le Mobile 2013, répondez à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Avec comme invité donc et comme chroniqueur cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, comment ça va? Bonjour, en Mondovision cette semaine de mon bureau. Ouais. Où je... Tu m'entends grave, c'est mieux que le placard. Hein. Moi c'est pareil, c'est bien. Non, ici, chez moi la DSL fonctionne pas mal et ici il fonctionnait très très mal depuis des années. On a trouvé le coupable, donc on a changé de box, donc tout à coup je revis. Puis surtout tu dois te parler en sachant que ça va pas couper maintenant, dans 10 minutes ou dans... Enfin bon, voilà. Donc voilà, chouette. Autre invitée, autre chroniqueuse, la touche charme dans Refait le Mac, c'est bien sûr Fanny Bouton du site fannysparty.com et qui sélectionne entre autres vos questions Twitter. Elles sont nombreuses ce soir. Bonjour Fanny. Bonjour, ça va bien? Bonne semaine vous? Oh oui, ça va. Les gens étaient très contents la semaine dernière parce qu'on n'était que tous les trois en intimité entre Cédric, Fanny et moi. Donc Fanny a pu parler librement sans se faire couper la parole. C'est une chose qui a inspiré notre ami Steph Cartoon, notre caricaturiste de talent. Je vous propose de regarder l'image. De grands talents. ORLM présente This is my iGun. Et ce soir, le premier qui me coupe la parole, je lui fais un port connecté. Et oui, Fanny inspire les plus grands du cinéma et Fanny en plus a des vêtements de plus en plus sexy de numéro en numéro. Autre figure dans Refait le Mac, c'est bien sûr Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, moi je vais te défendre. Et qui est en retard ce soir. Ouais, c'est vrai, je suis en retard. Je vais te défendre, moi aussi je me suis fait un atout charme, le même que le tien. Je me suis coupé les cheveux courts pour cacher mes cheveux blancs. J'espère que ça va marcher. Moi j'arrive pas à les cacher, ça suffit pas, je te rassure. Et puis tant qu'il me reste des cheveux, je suis content. Et dernier personnage, dernière grande figure dans Refait le Mac, c'est bien sûr Rodrigo Sepúlveda Schulz qui est de retour après quelques émissions d'absence. Bonjour Rodrigo, ça va mieux, ça va? La grippe est terminée? Qu'est-ce que t'es bavard, Olivier Frigara, quand même. Hein. Tu peux pas t'empêcher de raconter la vie de tout le monde à tout le monde. Bah ouais, j'avais la grippe les gens s'inquiètent. Mais bon, j'ai le droit de pas être là et d'entretenir le mystère. Et invité exceptionnel ce soir dans On refait le Mac, Rafi Aladjian, l'entrepreneur français bien connu de la planète numérique, de notre beau territoire. Rafi, vous êtes on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie. Tu es un poignet du Minitel, de l'Internet en France, avec notamment FranceNet. Tu as fondé il y a quelques années Ozone également pour déployer des bandes Wi-Fi à travers le territoire, pour des accès libres. Et notamment, tu es l'un des papas du Nabastag, le fameux lapin Wi-Fi, l'un des premiers, on le voit avec Fanny, l'un des premiers objets connectés du marché. C'est pour ça qu'on t'a demandé de venir, parce que tu connais bien ce marché, tu es l'un des pionniers et un expert, et pour parler notamment de cette fameuse iWatch. Comment ça va, Rafi? Ça va, moi aussi j'ai des cheveux blancs, je pense que je suis le plus vieux ici. Ça va, on prépare un peu l'après-Nabastag, l'après-objet communicant, parce que je trouve qu'objet communicant c'est une histoire d'il y a 10 ans, donc ça commence à être un peu... Mais tu as toujours 10 ans d'avance, Rafi, c'est une habitude. Hein. C'est comme ça que j'essaye de ne pas trop vieillir. Non, mais sérieusement, les objets communicants, c'est un peu ringard, donc
Bon, J'espère qu'on va pouvoir en l'émission. Eh bien, merci, bonsoir. C'est le thème de l'émission. Vous le savez, c'est l'actualité principale de la semaine. Les rumeurs se multiplient sur l'arrivée possible d'un objet connecté de taille chez Apple, à savoir une montre connectée. Mais avant de parler du sujet principal de l'émission, retour bref sur les déclarations de Tim Cook accordées à la banque d'investissement Goldman Sachs. C'était hier soir, nous enregistrons mercredi. PDG d'Apple en a profité pour répondre aux attaques et à la plainte du fonds de pension Greenlight Capital, qui accuse Apple de ne pas faire suffisamment profiter ses actionnaires de son trésor de guerre. Plus de 120 milliards de cash, imaginez donc. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des réponses, messieurs, dames? En gros, Green Capital, qui est le principal, qui n'est pas le principal fonds d'investissement au sein d'Apple, mais qui est un actionnaire d'Apple, porte plainte et estime que Apple ne reverse pas assez de dividendes, en clair, à ses actionnaires, qu'Apple a une réaction plutôt défensive, voire archaïque, à la mesure où il a été traumatisé par une crainte de se retrouver sans fonds. Qu'avez-vous pensé de la réponse de Tim Cook? Qu'avez-vous pensé de ces arguments, à savoir qu'il préférait garder son argent pour la recherche et développement et pour les magasins? Cédric? Bof. Non, mais il faut savoir ce que c'est Greenlight Capital. C'est un hedge fund, je crois que c'est un hedge fund, mais qui fait souvent des paris avec ou contre des entreprises, mais des gros paris, à coups de milliards. Hein. Ils ont déjà déclaré qu'une boîte, Herbalife, pour pas les nommer, alors on n'est vraiment pas dans la technologie, était un système pyramidal, et que donc il parie 1 milliard sur l'effondrement de la boîte. Donc il fait des coups, en gros. C'est pas un investisseur comme un autre, c'est pas un fonds de pension. C'est de la bourse. C'est du casino. C'est un peu du casino. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même rigolo qu'il arrive en disant mais pourquoi Apple donne pas de dividendes? Attends, Apple a pas donné de dividendes pendant des années et des années et des années et des années. Ils viennent de se mettre à en donner depuis quelques mois. 45 milliards l'année dernière, c'est pas mal. Non, mais c'est ça, c'est bien. C'est pour ça que l'argument est un petit peu fallacieux de dire voilà, vous êtes une boîte frileuse, etc. Honnêtement, pour moi, cette affaire a pas beaucoup d'intérêt. Rodrigo, ça t'a inspiré quoi la réponse de Tim Cook et cette affaire en général? C'est pas forcément la meilleure des publicités pour le monde financier, tout ça, non? Tu penses pas? C'est un sujet de gouvernance d'entreprise. Oh, comme c'est bien dit. Non, ça s'appelle Corporate Governance. J'ai même un bouquin là-dessus qui est là, tu vois. Rodrigo lit des livres. Oui, et en anglais. En anglais. Donc ça, c'était ma prof à l'INSEAD de gouvernance d'entreprise, qui s'appelait Scary Mary, parce qu'elle filait que des très mauvaises notes là-dessus. Donc on a beaucoup étudié ces problèmes-là. Écoute, le modèle standard est légiféré dans la plupart des pays, de se dire que dans les pays capitalistes, c'est les actionnaires qui décident de l'orientation de la boîte. Pour ce faire, ils se font représenter dans des conseils d'administration, et la stratégie de la boîte est décidée par un conseil qui vote en fonction du nombre d'acteurs. Alors maintenant, s'il y a un spéculateur externe qui dit c'est pas vrai, c'est pas juste, eh bien, ils ont qu'à acheter plus d'actions pour pouvoir être représentés au conseil d'administration, ou se faire élire, ou faire un syndicat pour se faire. C'est quelque part, c'est si un kidam dans la rue venait dans ton couple et te dire « Hé Olivier, t'offres pas assez de fleurs rouges à ta femme ». Tu te dis, mais... Il n'y a pas de risque en ce moment. mais là, tu dis, mais de quoi je me mêle, quoi? De quoi je me mêle? Si tu as envie de voir une histoire avec ma femme, je t'expose, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu ce qu'il a répondu, même s'il écartait pas, Rodrigo, la possibilité il laissait la porte ouverte, la possibilité de reverser encore des dividendes. Il s'est montré relativement prudent, quand même, sur ce point-là. Oui. Enfin, pour toi, donc, ça n'a pas lieu d'être. Donc, pour finir l'histoire, ça se passe comme ça. Maintenant, il y a des mouvements depuis une quinzaine, vingtaine d'années de se dire que ce qu'on appelle les stakeholders, les gens les parties prenantes dans les boîtes, ne sont pas seulement les actionnaires, mais sont aussi les salariés, le management, les clients, les fournisseurs, et qu'il faut mettre un petit peu tout le monde autour de la table. Et c'est pour ça qu'on a développé tout le système des stock options dans la Silicon Valley, pour associer, tu vois, les gens qui faisaient la croissance de la boîte également aux gains de la boîte et parfois aux décisions. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Allemagne. Il y a très très souvent un représentant des salariés au conseil d'administration de la boîte, et ça se passe de très grande intelligence. Alors maintenant, Apple, comme Microsoft, pendant 30 ans, n'a pas versé de dividendes. Rien, nada. Mais non, rien, nada. Et c'est parce que c'est des boîtes qui sont en C'est des boîtes qui sont en hyper-croissance et qui ont besoin de fonds pour se développer, pour faire face à des paris industriels extrêmement importants. Parfois d'investir, on a parlé souvent ici, tu vois, des coûts de 4 ou 5 milliards qu'investit Tim Cook dans la supply chain, des réservations de composants,
Parfois, il leur faut également des réserves de cash pour se défendre contre des attaques en bourse, des OPA, d'autres. Bien sûr. Donc il y a plein de bonnes raisons pour garder son cash et pas le distribuer, qui n'est absolument pas une obligation. Il n'y a pas de contrat de distribuer ses dividendes. Alors maintenant, s'ils le donnent, c'est qu'effectivement, avec 137 milliards qu'ils avaient l'an dernier, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. On va en rendre un petit peu aux actionnaires qui seront contents. Ça fait plus ou moins monter le cours de bourse. Mais voilà, quoi. Je crois que Cédric avait raison. Cela étant, l'argument de Tim Cook, c'est de dire je veux garder l'argent pour les R&D, ce qui est un peu de la frime, parce qu'en fait, de la R&D, on n'en voit pas beaucoup ces derniers temps, parce qu'à part l'invention de la rangée supplémentaire d'icônes sur l'iPhone 5, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent en banque pour le faire. Voilà, ça illustre bien le positionnement de Rafi par rapport à Apple, donc ça va être très intéressant cette émission. Bon, ce que t'as pas dit, Olivier, c'est que Rafi, on est à ça, quoi, 16e boîte 17e boîte, voilà. Ouais, mais il fait pas des startups, Rafi, il fait des PME, c'est très particulier. Parmi nous, outre avoir un sens de l'humour absolument inégalé, c'est probablement l'un des entrepreneurs français les plus expérimentés. On parlera tout à l'heure des futurs projets, c'est intéressant s'il peut nous dire en fin d'émission sur les projets sur lesquels il travaille actuellement et dont on verra le développement, j'espère, très prochainement. Autre fait majeur de cette semaine, et là il intéresse plus l'utilisateur lambda que l'actionnaire, c'est le prix des ordinateurs, des Mac, notamment des MacBook Pro, qui ont fondu comme neige au soleil d'un coup, près de 350 € de baisse du jour au lendemain pour le MacBook Pro Retina. 13 pouces chez Apple, c'est du jamais vu, monsieur X. Qu'est-ce qui se passe? Apple aurait-il du mal à vendre des ordinateurs en ce moment? Apple, ça y est, se rend compte que c'est la crise? En fait, je croyais que Tim Cook nous avait dit la vérité en disant que ils avaient vendu 25% de Mac en moins le trimestre de l'année dernière par rapport à l'année précédente parce qu'ils n'avaient pas les composants pour vendre les iMac, et j'y ai presque cru, sachant que mon vieux fond à moi, c'est de me dire je pense qu'ils sont dépositionnés en prix. Voilà, donc la vérité doit être au milieu. Je pense qu'effectivement, ils ont des problèmes de composants pour fabriquer les iMac plus importants que prévu. Moi, je viens d'en commander un et j'ai 3 semaines d'attente pour l'iMac entrée de gamme, le 20 pouces. Sur l'iMac, le prix n'a pas bougé. Non. Donc, je pense qu'ils ont un vrai problème de composants. Donc là, j'y ai pas cru et j'y fais face maintenant en tant que client. Et puis de manière plus discrète, parce que ça s'est fait de manière discrète, ils ont aussi un problème de prix. Et ils ne peuvent pas, alors, je pense pas que ça soit pour leur compte au global, parce que le Mac contribue assez peu maintenant dans le chiffre d'affaires, mais pour les perspectives qu'ils donnent aux financiers, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une décroissance des ventes de Mac, c'est absolument pas possible, et donc là, coup marketing classique, il joue sur l'élasticité des prix. Il l'a rarement fait dans l'histoire d'Apple. Surtout de cette ampleur-là, plusieurs centaines d'euros sur les MacBook Pro, pour faire repartir les ventes à la hausse et pouvoir continuer à raconter leur histoire qui est l'effet halo. Quand je vends un iPod, un iPad, à un client qui n'a jamais eu de produit Apple, son prochain achat, ça sera peut-être un Mac, et donc donner des perspectives qui soient encore meilleures à Apple. L'élément majeur de cette émission, à savoir donc l'arrivée, les rumeurs qui se multipliaient sous l'arrivée d'une montre estampillée d'une pomme, une iWatch, comme l'appelle déjà la rumeur. La première rumeur date de la fin de l'année dernière. Elle venait d'Asie et annonçait que Apple collaborait avec Intel pour sortir une montre connectée. Est-ce que vous pensez cette première rumeur crédible, messieurs, dames? Ça paraît curieux parce qu'avec Intel, ce serait pour le processeur, le plus petit processeur qu'Intel est. Je parle pas des processeurs spécialisés, mais c'est un Atom. L'Atom, même si les dernières versions sont super, c'est à la fois surdimensionné en puissance, largement, et un peu surdimensionné en consommation électrique pour une montre, pour un objet connecté. Les derniers qu'ils ont mis dans des smartphones, ils ont une consommation électrique géniale et tout, c'est super, mais pour une montre, ça paraît un peu curieux, quoi. Et puis c'est pas le même code que l'iPhone, c'est du x86, on est dans le mode ARM, donc oui, c'est pas la même chose. On sait pas, peu importe en fait, parce que s'ils créent une plateforme, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils savent déjà gérer les deux, donc c'est pas vraiment gênant, mais c'est un peu curieux, c'est plutôt un truc dans lequel on verrait vraiment un processeur de type ARM, et encore coupé en 4 parce qu'on n'a pas besoin de toute cette puissance, tu vois, pour opérer un écran qui va pas être... Ouais, on va voir ça. Mais en tout cas, on a une question là-dessus justement, c'est Alexandre G qui demande justement l'iWatch, quelles fonctionnalités peuvent être portées sur un écran si petit? Quand j'ai vu cette rumeur passer et puis plus récemment, je crois que c'était ce matin là, entre deux réunions, il y a une news qui dit que, enfin une rumeur,
qui dit qu'il y aurait jusqu'à 100 développeurs travaillant sur ce projet de montre. Ma première réflexion a été de dire mais qu'est-ce qu'ils vont mettre en termes de fonctionnalité? Et là j'avoue que mon imagination est assez c'est pauvre simple sur ce sujet. Hein. C'est simple, si tu regardes ce qui se fait ailleurs. Alors attends, voilà, deux petites. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, quand même, pour rappeler ce qui est sorti cette semaine, il y a la machine à rumeurs s'est mise en route entre temps. Il y a plusieurs grands titres américains de renom cette fois qui ont repris cette rumeur, à savoir le Wall Street Journal, le New York Times et Bloomberg, qui coup sur coup ont sorti 3 articles cette semaine, qui relançaient donc cette rumeur. Tu l'as dit, Monsieur X, une équipe de 100 personnes qui travaillerait au développement de cette montre. Donc ça semble beaucoup plus crédible que les articles précédents. En termes de fonctionnalité, Rafi, qu'est-ce que tu verrais toi qui t'intéresses depuis très longtemps à ce marché-là? Alors on est même étonné que tu n'y sois pas lancé toi-même sur le marché de la montre. Il commence à y avoir du monde sur le marché de la montre déjà. Donc moi je pense que la rumeur est extrêmement plausible pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est un truc qui manque. Enfin, dans l'évolution des écrans qu'on a vu ces dernières années entre la tablette et le téléphone, enfin le smartphone, c'est-à-dire des écrans qu'on regarde plus souvent que son ordinateur, on a besoin d'un nouvel écran qu'on regarde encore plus souvent que son téléphone. Intermédiaire, tu veux dire, c'est ça? Voilà, qui est... comme on produit de plus en plus de données en temps réel, tout ce qui est notification, tweet, info temps réel, etc., ça s'accommode mal d'un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort de temps en temps. Ou toutes les activités de type check-in, par exemple, on se rend compte qu'en fait, les gens ne font de check-in que dans les restos parce que c'est un endroit où on se fait chier et donc on a le temps de sortir son truc et de faire un check-in. On ne fait jamais un check-in dans un magasin parce que généralement, on est occupé. Donc, toutes ces activités, ces micro-activités, en fait, le format smartphone ne s'adapte pas. Donc il faut créer des nouveaux modes de lecture de l'information qui soient des choses où l'écran est encore plus présent dans notre activité. Donc Google fait des lunettes. Apple, qui est généralement, contrairement à l'idée reçue, beaucoup plus conservateur que Google, pourrait possiblement aller dans le format de la montre, qui est d'abord en évolution logique avec ce qu'ils ont fait avant, et puis c'est un truc qui est prouvé. Enfin, quand on voit le succès de Pebble sur Kickstarter où ils ont levé 10 millions, c'est quelque chose sur lequel Pebble a fait une étude de marché gratuite pour Apple. Je trouve le truc extrêmement plausible dans le sens de l'histoire, pas déconnant. Alors, avant de dresser ensemble le portrait robot de cette future montre et ses fonctionnalités, avec Cédric notamment, et pour répondre à la question de notre internaute, quel est l'état de l'art du marché? Qu'est-ce que tu parlais de Pebble à l'instant, Rafi? Quel est l'état de l'art du marché, Cédric? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Quelles fonctionnalités avons-nous droit? Alors, pour l'instant, il y a ce que tu as au poignet, c'est-à-dire un iPod Nano ancienne génération. Bon, mais c'est pas très intéressant. L'iPod carré, je vous le montre. Voilà, l'iPod carré mis dans un bracelet montre. Bon, c'est bien, mais c'est quand même la montre que tu es forcé de recharger tous les 3 jours, 2 jours. Ouais, même pas. Et c'est pas connecté, hein, tout ça. Ça doit synchroniser avec le port. On connaît qui se sont douchés avec aussi et qui l'ont ruiné. Après, il y a Pebble, ce projet que vous pouvez aller voir sur Kickstarter, qui est une montre comme une vraie montre, mais avec un écran, c'est de l'e-paper, donc c'est beaucoup moins consommateur d'énergie, et ça se voit comme un périphérique de ton smartphone. C'est pas couleur, hein? Non, c'est pas couleur pour l'instant. C'est noir et blanc. Absolument. Et ça se voit comme un périphérique du smartphone. On voit sur les images. C'est ton smartphone qui est connecté, lui, à l'extérieur, au grand monde et au réseau en général, et qui communique avec ta montre. Ta montre, elle va te servir de centre de notification, elle va t'afficher des infos, elle peut t'afficher des flux, elle peut faire moult choses. Moi, j'ai commandé une Pebble, j'attends toujours de la recevoir. Et c'est un peu sur le même modèle que Sony a fait une montre connectée il y a 1 an maintenant, qui s'appelle je sais plus comment, et pourtant je devrais savoir parce que j'ai payé 89 € pour l'acheter, et qui là aussi, pas cher. Qui est une montre sous Android, donc non seulement périphérique de ton smartphone, mais avec en plus ses propres applications, ce qui est pas inintéressant parce que tu peux avoir c'est la smartwatch. La smartwatch, absolument, à vendre, pas cher. Simplement. Parce que depuis j'ai trouvé une vraie montre, donc c'est un peu voilà. Oui, ça peut servir. Bah oui, ça peut servir. Et donc voilà, l'état de l'art pour l'instant, c'est de dire la montre. Il y a ça aussi. De plus. Il y a Coucou qui a été fait par les anciens de chez Blue Trek, non? Ou Mod Labs. Voilà, au moins c'est des Français. Il faut au moins mentionner les Français. Français en Alors, Hong Kong, mais ouais, merci, c'est patron. vrai. Mais c'est des Français. En gros, quelles sont les fonctionnalités des montres connectées? Quel est l'état de l'art du marché aujourd'hui?
Partons de la coucou par exemple, Rafi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus comme fonction? C'est une montre qui est connectée, donc et se connecte comment au smartphone? Elle se connecte en Bluetooth low energy au smartphone et elle sert de centre de notification. Donc elle fait des petits bips puis il y a des icônes qui s'allument et tout ça pour dire que tu as reçu un mail, une notification ou un machin. Donc en fait, il faut voir quand on parle de montre connectée, est-ce que c'est une montre connectée en tant que périphérique du téléphone que tu as dans ta poche ou est-ce que c'est une montre connectée qui va avoir sa carte SIM à elle et est-ce que ça indépendante et ce à quoi je crois pas en fait personnellement, c'est la montre avec sa carte SIM. C'est que je vois pas qui va acheter un abonnement séparé pour sa montre indépendamment de son smartphone. Donc c'est forcément un périphérique et ça définit un peu le genre d'application qu'on peut en faire. Du côté de Sony, du côté de Peeble, Cédric, les fonctionnalités, il y a quand même un petit univers applicatif chez Peeble. On peut télécharger des applications. Absolument, mais chez Sony aussi, il y a une espèce de mini App Store pour la montre et qui te permet de télécharger des mini applications. Alors c'est vrai que ça peut être vachement chouette, c'est-à-dire que par exemple, moi qui utilise Endomondo quand je vais courir, pas assez souvent, il y a un mini Endomondo qui me permet, tu vois, au poignet, tu vois depuis combien de temps tu cours, combien tu as couru, etc., sans avoir besoin de sortir ton smartphone. Je vois Monsieur X pouffer. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur X? Vous me faites penser à une chanson que j'adore, qui est assez vieille, que vous allez reconnaître, qui s'appelle Mini Mini, tout est mini. Jacques Dutronc. Ouais. Jacques Dutronc. Voilà, ça me fait exactement penser mini, à ça. Voilà, tout est mini. Il avait raison il y a 50 ans. Il rigole, mais en fait, quand j'ai acheté ça, il a acheté le même, Monsieur X. Donc c'est juste pour balancer. J'ai même 2 bracelets et sincèrement, ça me suffisait. Je trouvais ça pas mal. Je dois avouer que je l'utilise pas beaucoup. C'est un peu comme Siri. Je l'ai acheté, je l'ai utilisé et ça fait pas partie vraiment de mon quotidien. Le fait qu'Apple ait abandonné ce format pour l'iPod Nano, le format carré de l'iPod Nano pour un format plus classique en hauteur qui reprend à peu près les anciens modèles avec molette, vous pensez pas que c'est un signe au contraire qu'Apple ne veut pas y aller? Il n'y croit pas. Il faut se souvenir, dans l'iPod Nano, il y avait des skins pour avoir affiché la montre de son choix. Donc, non, mais je pense surtout que quand Apple a vu ça, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ces couillons qui font des bracelets pour ce machin qui n'a jamais été pensé pour faire une montre. Parce que sinon on l'aurait fait nous-mêmes. Pourquoi ils ont mis les skins pour les montres alors? Pourquoi ils auraient mis les skins pour les montres? Oui, mais ça c'était dans une révision du firmware qui est arrivée après, Olivier. Bien après, 6 mois ou 1 an Non, dès le départ, Monsieur X. Ça s'est développé après, ils ont sorti un firmware avec une vingtaine de modèles. Voilà. Alors, Rodrigo, qu'est-ce que tu en penses toi personnellement en tant qu'utilisateur et quelles fonctionnalités tu penses qu'Apple pourrait embarquer s'ils y vont sur ce marché? Je suis pas la bonne personne pour parler de montres modernes. Oui, non, mais c'est intéressant parce que tu es plutôt fan de belles montres. Et d'ailleurs, il y a même une question qu'on peut se poser, c'est que à terme, on sait qu'Apple sort plutôt des produits premium, parfois un petit peu chers. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, Apple, s'il s'engage dans ce marché-là, qu'il soit tenté de s'engager plutôt sur le côté des montres premium, voire des montres de luxe, et ne risque pas de ringardiser quelque part ces montres qui sont vendues très chères par leur qualité de fabrication? Je vais raconter ma vie. Est-ce que je peux terminer ma question? On l'a comprise et elle est bête, donc autant non, parce que les montres chères, c'est très cher. Les montres chères, c'est le prix d'une voiture. Apple va pas faire une montre qui vaut le prix d'une voiture. Voire 10 voitures. Oui, c'est ça. Donc, si tu regardes les montres qu'on te vend place Vendôme, non, c'est pas ça le marché d'Apple. Donc par exemple, ça se vend place Vendôme. C'est un haut de gamme. Voilà, ça par exemple. Ça, c'est un haut de gamme qui est hors de portée d'Apple. que moi je porte au poignet depuis mes 40 ans et que j'ai dit à 30 ans j'en veux une comme ça. Ah, ça me rappelle ces gars là. C'est ça. 50 ans, t'auras pas raté ta vie. Aucune chance que je prenne. Moi, à 50 ans, j'ai pas de montre. Moi, j'ai un iPod. Il a une Swatch. Attends, ça c'est groupe Swatch maintenant, mais. J'ai 87 Swatch. Chut. Moi non plus. Plus sérieusement, il n'y a aucune chance que j'achète jamais une Rolex de ma vie. Aucune chance. Ça, c'est une Breguet. Alors, Breguet, vous savez peut-être pas, mais Abraham Louis Breguet a commencé en 1785. C'est ça, repartons de Vercingétorix. Non. Je vais vous expliquer en 20 secondes. Et il a inventé à peu près la moitié de tous les brevets qu'il y a sur l'horlogerie moderne. À l'époque, sur à peu près une période de 20 ans, jusqu'à Napoléon vers 1805-1806. Donc, si tu veux, pour moi, Abraham Louis Breguet, ça représente l'innovation qu'Apple a représentée dans d'autres domaines, dans l'horlogerie.
tu vois, cette montre, elle a sa caractéristique, elle a ses codes esthétiques, un petit peu le Jonathan Ives de machin. Il y a une montre à gousset qui a la même tête que la classique, qui date de 1804, qui est la même que ça. Moi, c'est une pré-Hayek, parce que le groupe Swatch l'a acheté, donc bon, bref, on n'achète pas sa montre parce qu'elle donne l'heure, tu vois. On achète sa montre parce qu'elle représente quelque chose, et pour moi, elle représente l'innovation, l'excellence absolue de l'artisanat. Voilà. Et donc, d'accord. Je vois pas ce que je ferais avec une montre Apple. Tu vois, est-ce que quelque part, donc, il n'y a pas un nouveau marché qui va arriver? Le bracelet va héberger autre chose que l'heure. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelles fonctionnalités on peut imaginer autour de cette montre? Si tu étais en charge du cahier des charges d'Apple, toi, Rafi, qu'est-ce que tu y mettrais? Je ne sais pas, un GPS, un centre de notification. On parle beaucoup de Siri, la reconnaissance vocale. Voire carrément un univers applicatif. Est-ce que dans un écran aussi petit, j'essaie de terminer, on peut véritablement proposer un univers applicatif cohérent? Non, je vois ça plutôt comme une extension de ce que tu as sur ton iPhone, parce que de toute façon, il va être forcément dépendant de ton iPhone, ne fût-ce que pour la connexion au réseau et sur le partage de la carte SIM. Après, tu peux avoir des micro-applications, des espèces de widgets d'applications qui tournent par ailleurs quelque part sur ton iPhone dans le nuage ou quelque chose. On peut aussi imaginer qu'ils mettent du RFID ou du NFC, enfin pour une fois dans un truc et qu'on pourrait badger avec son téléphone. Mais fatalement, s'il faut un téléphone, ça fait pas que téléphone. Pour moi, il manque ce truc, on est en train de produire de plus en plus de données et on n'est pas en train de réinventer les dispositifs d'affichage de ces données. Et fatalement, le téléphone pourrait jouer ce rôle-là. Mais quelque part, aucun produit du marché n'a cette app killer qui fait que ça la rend indispensable. Notamment, il faut de l'autonomie, ça c'est indispensable. C'est un peu la difficulté de mettre au point ce genre de produit, de les rendre communicants, de leur offrir une autonomie suffisamment grande, parce que recharger sa montre tous les jours, c'est pas forcément idéal, surtout si on doit en plus recharger son téléphone. Donc c'est vraiment un cahier des charges, c'est compliqué ce genre de projet, Rafi. Oui, surtout que si elle est en Bluetooth, il va falloir la recharger au moins tous les 10 jours. Ça dépend. Qu'est-ce qui manque? La coucou justement que tu nous as montré, Rafi, je crois qu'elle est avec le Bluetooth Low Energy, elle tient jusqu'à 1 an avec sa pile, sa simple pile. Ouais. Oui, mais elle n'a pas d'écran, elle a juste des icônes c'est juste un centre de notification qui s'allument et qui font des... Oui. Elle est assez minimaliste. Ouais. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement sur le marché et quelle valeur ajoutée pourrait apporter Apple? C'est quoi? Simplement la force de la marque qui ferait qu'un grand constructeur pourrait imposer de nouveaux usages, ce que peut pas faire aujourd'hui une petite start-up comme Peeble? Absolument, c'est ce qui s'est passé avec la tablette. Après tout, la tablette, plein de gens s'y étaient essayés avant. Quand c'est apparu, on s'est dit à quoi ça sert, c'est jamais qu'un grand iPhone. Et finalement, ça a trouvé sa place et on a trouvé ses usages. Et aujourd'hui, on peut plus vivre sans. Je pense que l'iWatch, ça peut être ça. Monsieur X. Bah écoute, d'abord je vais commencer par la fin. Si elle sort, je vais l'acheter. Bon, voilà, c'est fait. Donc on peut penser que le noyau dur des fanboys va se rouler sur le produit, quoi, déjà. Ouais, moi je suis pas tellement inspiré sur le sujet parce que pour rejoindre Rodrigo, alors moi je n'ai pas du tout l'amour des montres comme Rodrigo. Moi j'adore faire un caprice, m'acheter une Swatch à 40 €, la casser et passer à autre chose. Mais il préfère l'électroménager, monsieur. Absolument, j'adore l'électroménager. On fera une émission là-dessus. Mais la montre reste pour moi un endroit d'intimité, tu vois. C'est un objet que je ne souhaite pas être connecté, qui est comme mes fringues. Donc il y a une tendance quand même lourde qu'on a vue, dont on a déjà discuté, qui est tout ce qui est le business de je mesure ma performance physique avec les Fitbit et autres. C'est là qu'il y a une émergence du marché forte aujourd'hui. Et Apple a déjà une expérience, faut se rappeler que Apple a été un des premiers à lancer un truc un peu sympa avec Nike autour de la mesure de performance quand on court et quand on fait du jogging. Ils sont toujours en partenariat avec Nike là-dessus, même si Nike a pris son envol et fait des produits indépendants de l'iPod et de l'iPhone, mais ils ont une vraie expérience là. Ils étaient premiers, ils ont pris un peu de retard. Et moi je pense que tout simplement, dans cette vague du je me mesure en termes de bien-être, en termes de calories, ils ont l'expérience qu'ils ont acquise avec Nike. Ils ont une légitimité parce que c'est un écran connecté
connectés, et que ça va se concentrer autour de ça, avec peut-être les traditionnelles notifications, j'ai un mail, etc. Mais à partir du moment où on a un iPhone dans sa poche ou un smartphone, avoir un écran supplémentaire qui me dit que j'ai reçu un mail, moi ça me donne juste envie de prendre une chaise et de donner une claque à ce nouvel écran qui me rappelle que je suis en retard. Donc je pense que ça va être plutôt centré autour de la personne. Et je suis d'accord avec Rafi, Apple est vraiment pas le premier. Ça marchera si ils font les choses de manière un peu mieux et de meilleure qualité comme à leur habitude. Donc c'est pas pour moi un terrain d'expression, d'innovation, de rupture pour eux, mais de savoir-faire, de ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire attendre un peu, observer, faire mieux, profiter de leur marque et y aller. Donc pour moi c'est pas, tu vois, ça m'enthousiasme pas terriblement, mais je manque certainement d'imagination sur le sujet. Rafi, en préparant cette émission, tu me disais hier que pour toi, l'émergence de cette nouvelle race de produits, de ces objets connectés, était quelque part une très mauvaise nouvelle pour Apple. Tu peux nous expliquer les raisons de cette réflexion ? Oui, parce qu'en fait, à chaque période, enfin en tout cas jusqu'à présent, on a eu un maître du monde du moment qui contrôlait là où l'action se passait. On a eu Microsoft qui a été maître du monde pendant à peu près 10-15 ans. Enfin, si on prend la période de l'apogée de Microsoft, et on voyait pas du tout comment on allait arriver à battre Microsoft, parce qu'on n'arrivait pas à imaginer un monde sans PC. Et donc, Microsoft contrôlait le PC, et Microsoft était indéboulonnable. Il était le premier à contrôler une masse critique d'appareils. Et en fait, là où Microsoft s'est fait avoir, c'est que le terrain de jeu s'est déplacé et que la nouvelle gateway, le nouveau guichet à travers lequel on a commencé à interagir avec les données, c'était plus le PC, mais les smartphones. Et c'est là que Apple a fait son trou, a occupé le terrain, pour le coup en partageant avec Google. Et comme il y a donc en tant que gatekeeper de l'objet de passage obligé, il est aujourd'hui maître du monde. Mais avec la démultiplication des objets communicants où on fait disparaître ce rôle de gatekeeper, il va y avoir une période probablement intermédiaire où on va avoir des appareils qui sont plutôt périphériques et qui vont se connecter à travers l'iPhone pour partager la Ils seront encore dépendants. On sera encore dépendant, etc. Mais il est de l'intérêt de tous les fabricants d'appareils de désintermédier ce truc-là. Si vous êtes marchand de machines à café, pourquoi vous voulez passer par un intermédiaire alors que vous avez fait le plus difficile ? Le plus difficile, c'est d'entrer dans la maison des gens avec votre appareil. Donc vous avez déjà établi cette relation. Une fois que vous êtes dans la maison, vous pouvez établir une relation directe avec votre utilisateur. Or, depuis toujours, les gens qui fabriquaient des choses ont établi des canaux. On faisait des numéros verts, des Minitel, des sites web, des applis iPhone, en disant: toi qui utilises mes produits, s'il te plaît, parle-moi, dis-moi quelque chose, dis-moi que tu m'aimes, moi je t'aime. Et on attendait impatiemment que l'utilisateur revienne vers nous. Si vous avez réussi à mettre une boîte chez l'utilisateur, il faut que c'est cette boîte qui établit cette relation. Donc en faisant ça, vous ne passez plus par Apple. Et donc il n'y a plus cette raréfaction de lieux de passage et donc cette capacité de contrôler ces lieux de passage. Or, dans la culture d'Apple, la culture d'Apple, c'est de faire un nombre réduit de produits, contrairement à Samsung qui fait à peu près n'importe quoi, de la clé à molette à la centrale nucléaire. Et qui veut contrôler tout, c'est-à-dire qui imagine un écosystème dans lequel tous les boulons sont faits par Apple pour que ça marche. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut dans un modèle où tout devient communicant et tout devient indépendamment communicant. En clair, si demain Apple investit ce créneau, ce marché des objets connectés, ils ne pourront pas contenir le raz-de-marée de tout de suite du moins d'objets connectés et imposer un standard. C'est bien ça, Rafi ? Oui, d'abord, ils ne l'ont jamais fait. Et puis aujourd'hui, s'il y a un standard, c'est Android. Ou des trucs propriétaires, ou n'importe quoi. C'est fort quand même, Rafi.
Mais je vois pas qui va mettre un iOS dans une machine à café. D'accord, oui, ça c'est clair. Ou dans une voiture. Mais c'est vrai que, quoique c'est aussi d'actualité, parce que cette semaine, il y a encore une actu sur Steve Jobs qui est ressortie comme quoi Steve Jobs rêvait d'une voiture, mais passons. Tu le disais, tu parlais d'innovation d'Android notamment. Tu disais que Google qui était beaucoup plus ambitieux dans ce domaine en matière d'objets connectés, là où Apple réfléchit à ce produit intermédiaire, cet écran intermédiaire qui ne nécessite pas de dégainer systématiquement son iPhone. Là, eh bien, chez Apple, c'est la montre. Chez Google, ce serait plutôt les lunettes, les Google Glasses. Qui a raison en termes de vision? On sait que le projet de Google est bien avancé. On l'a vu, on a fait une émission juste avant l'été lors des Google I.O., la conférence des développeurs de Google. On a vu récemment une photo de l'un des cofondateurs de Google dans le métro qui a été chopé avec des Google Glasses sur le nez. Sergey Brin. Voilà. Donc vous voyez la photo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel, Cédric? Qui va gagner dans cette vision? Est-ce qu'on doit aller sur... Je suis désolé, j'ai une montre et des lunettes. C'est comme... lequel est le mieux, la fourchette ou le couteau? Je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais ta montre n'est pas forcément connectée, Cédric. Oui, mais c'est deux usages différents. C'est des usages très différents. Pas forcément. Si tu as par exemple Si, je vais aller jusqu'au bout. Vas-y. L'idée de Google, c'est vraiment c'est la réalité augmentée partout. C'est-à-dire de fait, tu auras tes notifications au coin de l'œil, mais tu auras aussi une image qui se projettera sur la réalité, ce qui est intéressant pour la navigation, l'info locale, moult choses. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur la montre d'Apple, les choses sur lesquelles il faut qu'ils innovent, c'est d'abord l'affichage. Bon, ça, on imagine que c'est dans leur corde. 2, l'autonomie, c'est vachement important, parce que les montres connectées jusque-là, c'est pas... Voilà. Mais l'autonomie, je pense aussi, au sens que ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est d'en faire un appareil qui ne soit pas un périphérique de l'iPhone, pour plein de raisons. La première, c'est que être un périphérique de l'iPhone, ça limite le marché. Ça limite le marché aux gens qui ont un iPhone. Et ça veut dire que si tu changes de téléphone, tu peux plus avoir de montre Apple. Bah oui, alors quand on est entièrement Apple-centrique, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que l'essentiel du marché, il est pas là. Donc, mais bon, on verra la réaction le jour de l'annonce. Mon iPhone est tombé. Bah, c'est des choses qui arrivent, tu vois, tu vas pouvoir en changer. Pas tout de suite. Donc voilà. Chercher. Continue. Et en plus, jusque-là, c'est ça. Ce qu'on voit ailleurs, c'est des petits appareils qu'on met dans des montres et qui sont des périphériques du smartphone que tu as déjà. C'est bien, mais c'est améliorable. Et c'est ce qu'Apple fait le mieux, c'est prendre un marché qui existe déjà et l'améliorer. Donc moi, ce que j'attends d'Apple, c'est de faire un appareil autonome. Alors pas forcément 3G, pas forcément machin, alors autonome, mais qui pourrait utiliser la connexion internet du téléphone à côté duquel il est. Bon, à voir dans quelle modalité. Mais est-ce qu'il faut que ce soit un iPhone? Moi je le ferais pas. Rafi ou monsieur? Mais j'ai tort tout le temps, hein, donc c'est pas très grave. Ouais, la vision de Cédric, à savoir que ce soit un appareil ouvert, au contraire, chez Apple, on a plutôt tendance à fermer et dire vous voulez une montre d'Apple, il faut une montre pour valoriser son écosystème, vous ne pensez pas? Est-ce que c'est pas tout le contraire? Rafi ou monsieur? Appareil ouvert, c'est sûr que non, parce que ça, on connaît les gènes et l'ADN d'Apple. Appareil autonome, moi, je trouve que c'est une belle idée, mais une fois de plus, je pense pas que c'est le terrain d'expression où Apple va le plus s'éclater. Vous allez voir, ils vont pas nous surprendre s'ils la font. Ça va être comme le concluait Cédric. Faire mieux dans un domaine qui a déjà été exploré et où ils savent qu'il y a déjà un chiffre d'affaires. Donc ça va être autour de la mesure de soi-même, le coaching. Voilà. Et là, il y a encore pas mal de trucs à inventer parce que il y a plein de trucs qui poussent, mais il n'y a pas encore un produit ou une marque qui s'est imposée. Donc ils arrivent peut-être au bon moment. Pour paraphraser Monsieur X, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance pour les objets connectés et ceux qui marchent, ça n'a pas forcément été un raz-de-marée pour le Nabastak, c'est vrai qu'il est arrivé maintenant il y a quelques années. C'est pas évident d'imposer ce style de produit aujourd'hui et il s'impose plus facilement sur le marché du bien-être ou le marché du coaching sportif. On l'a vu avec le Fitbit, on le voit avec VeThings en France aujourd'hui qui marche très fort avec les balances connectées. Est-ce que tu penses que demain ces objets connectés vont sortir de cette niche de marché qui est le sport, qui est le bien-être, ou vont rester cantonnés à ces activités-là?
Je pense qu'il ne va pas y avoir une catégorie d'objets dits connectés. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de parler d'objets communicants. Les objets vont devenir communicants comme ils sont devenus électriques au début du XXe siècle. Et donc on ne va pas maintenir une liste des objets qui sont plus ou moins communicants, de la même manière qu'on n'a pas une liste des objets électriques selon qu'ils sont alimentés au secteur par pile, rechargeables, jetables, etc. Donc ils vont tous devenir communicants et parfois on ne va même pas se rendre compte qu'ils le sont et ils le seront naturellement. Le Nabastag dans le genre était un espèce de monstre parce que c'était effectivement un objet communicant, parce qu'en fait sa seule fonction, sa seule démonstration, enfin non pas sa seule, mais sa principale démonstration c'était de dire regardez on peut connecter n'importe quoi, même un truc aussi con qu'un lapin, donc c'était un espèce de manifeste avec des oreilles, mais dans la vraie vie les objets communicants ça n'existe pas comme catégorie. C'est pour ça que WeThings a du succès, parce que les gens n'achètent pas un objet communicant, ils achètent un pèse-personne qui par ailleurs est communicant. D'ailleurs quand on perd la connexion de son WeThings, ça sert de pèse-personne ordinaire et ça marche aussi bien. Petite question de Fanny, c'est peut-être. C'est pas une petite question, mais on a Jean-Louis Fréchin qui est passé nous mettre un petit commentaire et qui disait que... Notre ami designer de notre design. J'ai vu hier en conférence justement sur le design dans les tablettes avec Microsoft. Oui, du côté de chez Microsoft. Il dit quelques montres au CES, mais peu d'intéressantes. Quant aux objets connectés, c'est un monde quasi gaulois. Donc a priori, lui, il pense que c'est quand même une grosse idée française. Rafi, comment on peut expliquer qu'effectivement la plupart, on l'a vu avec WeThings, on l'a vu avec plus récemment Parrot, ou encore Netatmo, voilà, je cherchais le nom, ou encore Invoxia, voilà, pourquoi il y a autant de startups issues, il n'y en a pas des masses, mais pourquoi la plupart viennent de France aujourd'hui ? Je sais pas, mais c'est une bonne chose, enfin je pourrais répondre grâce à moi. Oui. Surtout que tu as été l'un des pionniers là-dedans dans ce domaine. Indubitablement. Indubitablement, oui. Le meilleur est à venir, Rafi. On y va, on avance. Non, mais la vraie différence entre nous... D'abord, ce qui est étrange, c'est pas tellement qu'on soit en avance, mais qu'on soit en avance, par exemple, sur tous les autres pays d'Europe où il n'y en a pas d'objets communicants. Il y en a un ou deux en Suède, et puis c'est tout. Mais ce qui est différent, c'est l'approche entre les Américains et nous. Les Américains parlent très peu d'objets communicants. J'étais à une conférence, à South by Southwest l'année dernière, ou il y a 2 ans, et il y avait une conférence sur Internet of Things et ce genre de conneries. Et puis il y avait quelqu'un qui a posé la question, un Européen, pour savoir quelles devaient être les normes de l'Internet of Things, et le type a répondu, mais on s'en fout de l'Internet of Things, ce qu'il faut faire, c'est des cool things, des cool devices. Ils font des trucs qui sont cool, qui font des objets grand public. Fitbit est avant tout un truc cool, utile, un bon produit, et accessoirement il est le coach de communicant. Donc ils partent pas avec l'idée je vais faire un objet communicant, tiens à quoi je peux l'utiliser, tiens je vais faire un objet communicant dans le fitness. Ils partent avec l'idée de faire un objet de fitness et de le rendre communicant, ce qui est pas la même chose. Rodrigo, ta vision des objets connectés, tu es assez d'accord avec la vision justement de Rafi ? J'aime bien son analogie avec l'électricité. Ouais, je suis assez d'accord. Tout évidemment ne va pas être connecté, même si tout pourrait l'être. Tu vois, on n'aura pas des étagères connectées, même si on pourrait mettre un lecteur de code barre pour gérer son inventaire de stock de livres chez soi, tu vois. Enfin, quand on voit qu'on a électrifié les brosses à dents... Oui, alors, j'y pensais tout à l'heure. Mais de là à rendre communicante des lunettes, Cédric disait que c'était un usage différent. Je suis d'accord. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans la science-fiction, certains auteurs créent des concepts, ne serait-ce même que Victor Hugo, déjà à l'époque. Je dis Jules Verne, je dis n'importe quoi, Rodrigo. Jules Verne, c'est pas grave. Mais invente des usages qui se révèlent vrais par la suite. Et les lunettes qui font de la réalité augmentée, il y en a de plus en plus. Les Google Glasses, c'est ce qu'il y a de plus proche. C'est des usages un petit peu différents. Et c'est un petit peu, pour retenir à l'ORLM dans lequel on avait parlé du mobile, je vous disais, le mobile devient la clé d'entrée dans la recherche, et donc c'est dans le métier de Google. Effectivement, les lunettes pourraient être une grosse clé d'entrée dans la recherche locale, immédiate autour de soi, donc ça a un sens. Oui, les objets connectés, moi je suis ravi, ça pose plein de problèmes autres dont on parle très peu.
l'administration de ces appareils. Tu sais, quand tu essaies de connecter, tu as 23 réseaux Wi-Fi fermés et un ouvert. Faut rentrer des clés, c'est pas évident pour tout le monde. En parlant de Jean-Louis, tu vois, le Nofréchien avait une interface de design, le cadre Parrot avait une interface en mode texte, mode texte qui était absolument rédhibitoire. C'est-à-dire que tout le monde sait utiliser une montre, mais une montre connectée, c'est moins évident. C'est ça, André, en fait. Ouais, tout le monde sait prendre un appareil électrique et mettre la prise dans la prise. Mais ces appareils connectés, c'est de moins en moins évident. On a fait l'historique de l'horlogerie, mais si on fait l'historique de l'électricité, au départ, les appareils électriques étaient un hack aussi, puisque le seul appareil électrique que tu avais chez toi, c'était l'ampoule. Et en fait, les gens n'avaient pas de prise électrique, ils avaient une douille pour mettre une ampoule. Et ils branchaient dessus. Et en fait, tu enlevais l'ampoule et tu branchais le truc à la place de l'ampoule. Et donc, c'était un hack. Et donc, il va se passer la même chose avec les objets communicants. Il faut juste que ça se développe. Et puis... Avec le NFC, tu parles justement de toute la problématique des clés web, etc. Mais bientôt, tu arriveras dans n'importe quel endroit, n'importe quel resto, n'importe quelle maison. Tu auras un petit tag NFC, tu poseras ton appareil connecté dessus et ça rentrera la clé web. Donc, ça se connectera automatiquement à ta bande fermée. Il n'y aura pas ce souci de connecter, etc. Ça peut être simplifié. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais dans l'expérience utilisateur et dans le experience design, comme si vous avez vu Objectified, ce magnifique film documentaire, ça y est, moi j'ai installé les Philips Hue chez moi. Les ampoules connectées. Les ampoules Wi-Fi qui font de la lumière. Eh bien, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que... Non, je te le dis, c'est pas évident. Parce qu'une fois que tu branches l'ampoule, il faut aller brancher le routeur dédié aux ampoules. Ensuite, tu vas sur le site, sur la page, de fil dans le manuel, il y a un QR code. Tu lances le QR code, il t'envoie sur le site plein écran qui n'est même pas en responsive design. Ils n'ont même pas adapté à la tête de l'iPhone. Tu vas sur le site et tu dis, mais non, connecté. Et là, il te dit, mais non, allez sur votre routeur Wi-Fi et puis sur le bouton du centre. What the fuck? Ensuite, ils disent, enlève-les-vous de Wi-Fi pour vous connecter au truc. Et à ce moment-là, Robert De Niro. Ouais. Et à ce moment-là, tu sors l'interface d'application. Qui va faire ça? On peut complètement simplifier ce bordel. Je termine. Et par exemple, j'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas faire tourner les couleurs de mes ampoules au lieu de le faire à la main sur le truc? Ce serait juste une appli, ça n'existe pas, il n'y a pas d'API pour le faire pour l'instant. Ça viendra. Oui. Donc, il faut qu'ils trouvent des nouveaux marchés, Philippe, ça ils vendent tout, donc il faudrait qu'ils trouvent quelque chose à faire. Hein. Je veux dire que pour un truc aussi simple que l'ampoule Wi-Fi qui aurait dû être simplissime, moi j'ai trouvé ça compliqué. Multiplie ça par le nombre de personnes qui doivent le faire, ça fait plein de bugs, et surtout le nombre d'objets qui vont être connectés chez toi. Ça fait beaucoup. Plus personne, tu te souviens, c'était le gag des magnétoscopes où tout le monde disait on avait le 0 qui clignotait parce que personne ne lisait le mode d'emploi avec les 3 boutons pour mettre l'horloge. C'est toujours un problème ça. Monsieur X. Moi je pense quand même, pour revenir à cette montre sur laquelle on fantasme depuis quelques minutes, qu'il n'y aura pas de killer app, mais qu'on peut peut-être trouver des usages qui vont faire que ça va être un succès. Et moi j'ai vu un proto il y a... Ouais, donc j'y arrive maintenant, mon côté positif à reprendre dessus. J'ai vu il y a 5 ans de ça, dans une entreprise française, donc je vous rejoins en disant que c'est peut-être une spécialité française, mais un bracelet montre qui avait une fonction toute simple, mais non vue, et moi qui me paraît intéressante, qui était de faire des caresses. Je m'explique. What? Ouais, je m'explique. Il y a des brevets qui sont sortis comme ça, et on en parle un peu plus, qui est une montre avec un senseur en dessous. Et puis tu veux envoyer un message à ta chérie, et sur l'écran, tu fais un cœur, ou tu fais bien ce que tu veux d'ailleurs. Ça reproduit la caresse, la sensation sur la personne. Donc que ça serve d'intermédiaire tactile. Ça, c'est un premier usage. Et puis tous les usages où l'iPhone n'est pas un meilleur produit que la montre, parce que tu peux pas te servir de tes mains. Et des usages comme ça, il y en a. Une mini vidéoconférence, alors que tu as les mains prises, ça peut marcher. Quand tu es au supermarché, vérifier le code barre d'un produit, il y a des applis qui font ça pour iPhone pour savoir la composition du truc, c'est-à-dire 4-5 applis où, dans la situation d'usage où tu es, tu ne peux pas te servir de tes mains. Ça peut peut-être marcher, et tu tournes autour des besoins basiques. Manger, là c'est l'histoire du code barre pour vérifier un produit, ou passer un message tactile à quelqu'un, donc ça c'est vraiment les besoins basiques. Il y a peut-être des trucs à faire autour de ça, mais la réplique tactile d'une caresse à quelqu'un par exemple, ça c'est un usage qui pourrait marcher, et il y a peut-être un truc à faire là.
Alors, une des pistes, en tout cas, si on n'a pas encore la check-in list, la liste complète des fonctions que veut implanter Apple, notamment cette killer app, cette fonction tueuse qui ferait la différence que tu appelles de tes voeux, Monsieur X. Il y a eu un article assez intéressant cette semaine dans le Figaro qui a essayé de dresser un vrai portrait robot de cette montre, du futur design de cette montre. On sait qu'Apple et Jonathan Ive, son designer en chef, est un amoureux des travaux en matière de design d'une entreprise allemande qui s'appelle Braun et de son designer qui s'appelle Dieter Rams. Il a inspiré notamment le design de l'iMac avec son pied et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui ont inspiré Apple. C'était un radiateur. C'était un radiateur chez Braun en effet, on montrera les images. Et figurez-vous que Dieter Rams a fait des montres. Voici les photos, voici les images. Donc potentiellement, Apple et Johnny Ive pourraient s'en inspirer, notamment ce modèle carré noir qui n'est pas sans rappeler avec le bord échancré un iPhone 5, même si c'est un modèle classique à aiguille. On va voir, on aura la réponse dans les mois, dans les semaines qui viennent. Surtout que Braun a réédité une version un peu plus modernisée de cette montre, comme vous pouvez le voir avec son écran numérique. Donc il y a des choses à faire. Est-ce que c'est plutôt la vision de Google ou c'est plutôt la vision d'Apple qui va s'implanter ou tout le monde aura tort? Parce qu'on sait que le vrai pionnier, et là hommage à Microsoft dans cette émission, puisque ce fut les premiers à sortir une montre dès 2003, la Swatch, Cédric, et ça avait été un flop. Peut-être c'était pas une trop en amont. Swatch, c'était comment elle s'appelait? La Swatch, S-W-A-T-C-H-E, non de mémoire, non, non, pas ça. Swatch, ça c'est les montres de Nicolas Hayek suisse en plastique. Pulsar. Je sais plus. Polar, Pulsar. Non, parce qu'il l'avait faite avec comment ça s'appelle? Oui, avec une marque de montre existante. Peu importe. C'était Timex. Voilà. Non, c'était pas Timex. Non, c'était pas Timex. Non, c'était pas Hublot. On la mettait devant l'écran pour synchroniser l'heure. Ouais, enfin, c'était très compliqué, mais ça marchait avec. Elle n'était pas communicante. Si, absolument, bien sûr que si. Mais t'as tout faux, c'est pas possible. Mais révise, alors que quand c'est sur Microsoft, demande aux gens qui savent. Non, il y avait des réseaux, ça s'appuyait sur des réseaux sans fil, un peu comme certaines données de trafic avant en France étaient passées sur des sous-fréquences FM quand t'écoutais Europe 1. Et là, comme le tam-tam, le machin, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu. Il fallait avoir les réseaux qui allaient avec. C'était trop tôt. C'est un peu comme les premiers PC tablettes sous Windows. Ça intéressait quelques personnes, mais c'était trop tôt. Ça fait partie des choses qu'ils ont lancées où on s'est dit quoi? Mais vous êtes sûr? Mais oui, voilà, c'était valeureux de les lancer à ce moment-là. Alors, Rafi, revenons à toi. Tu travailles actuellement à des différents projets en matière d'objets connectés. Pour toi, c'est même plus une catégorie. La question ne se pose même plus. Un objet demain sur le marché high-tech, il devra être forcément connecté, pas forcément pour des besoins liés d'ailleurs à l'informatique ou à la téléphonie. Rafi. Enfin, certainement pas, parce que ces besoins-là sont remplis depuis toujours. Non, je crois que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de rendre intelligible le monde physique qui nous entoure. Enfin, c'est une tendance qui a commencé depuis assez longtemps. Les GPS, c'est jamais que ça. C'est qu'en gros, on sait ce qui se passe dans le monde physique et les activités des gens. En fait, ce qui est en train de changer, c'est qu'on est en train de passer d'un modèle dans lequel on interagit avec des appareils, c'est des PC, des téléphones, etc. C'est que chaque fois qu'on a besoin d'une donnée, on va se planter devant un guichet en disant voilà ce que je veux, voilà ce que je suis en train de faire, et il n'y a qu'un certain nombre d'appareils qui font ça, à un monde dans lequel on n'aura pas besoin de faire d'actions particulières, on se contentera de se coucher, de boire de l'eau, d'aller courir, de manger, de faire des choses, et tout cela sera capté, ressenti, mesuré, etc. Et pas sous la forme de Fitbit ou de choses ostensibles et moches, mais juste des choses qui vont mesurer tout ce que nous sommes en train de faire. Vous avez compris que Rafi veut garder le secret pour lui. On aura donc la surprise dans quelques semaines, voire quelques mois. Quand Rafi a décidé de ne pas te dire un truc, il te le dit pas d'ordinaire. Fais-moi confiance, là aussi, longue expérience. Je peux vous le montrer. Ah, vas-y, balance. Alors, c'est quoi cet objet connecté? C'est ça. Ah bah voilà, bien avancé. Merci, patron. Merci. Non, vraiment, fallait pas. Bon, voilà. Dedans, c'est comme ça. On voit une clé, on voit que ça va communiquer, ça c'est sûr. Mais J'ai pas l'impression que ça...
J'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup de caresses, ce truc-là. Ma killer feature, elle est pas là. En tout cas, ça fait plaisir dans cette émission de mettre en lumière que dans notre pays, il y a aujourd'hui l'innovation et que dans un secteur bien déterminé des nouvelles technologies, c'est plutôt à Paris que ça se passe, plutôt que dans la Silicon Valley. Ça fait bien plaisir, en tout cas pour les objets connectés, en espérant que ça dure et qu'elles ne soient pas obligées d'aller s'exporter, d'aller vivre ailleurs pour pouvoir grandir. On a vivement hâte de voir ce futur objet connecté. Ça devrait arriver quand, Rafi ? Si tout va bien, dans les 6 mois. Mais généralement, rien ne va bien, donc voilà. Bon, très bien. Bien, avant de passer au coup de cœur, un petit rappel pour le concours pour la conférence mobile 2013 qui vous offre 2 passes d'entrée pour assister donc au mobile qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains au centre Pompidou à Paris. Alors pour gagner ces 2 passes, il vous suffit de répondre à cette question. Elle est toute simple, il faut la répondre sur Twitter en mettant... Quel est l'objet que Rafi vous a montré? Alors sérieusement... Quel est le prix? Alors la question est toute simple. À quelle date se tiendra la conférence du mobile 2013? C'est facile. À quelle date se tiendra la conférence du mobile 2013? Répondez via Twitter en associant l'hashtag LeMobile 2013, LeMobile 2013 en un seul mot. Et il y aura donc un tirage au sort. Donc vous pouvez répondre aussi si vous n'êtes pas parmi les premiers. On dirait un peu une question de TF1 un soir de match de foot. Qui est le numéro 9 de l'équipe de France? Babar, Toto ou Karim Benzema? Très bien. Alors, sur cette belle parole de Monsieur X, nous passons à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on est en retard, on commence tout de suite par Cédric. Mon coup de cœur cette semaine, c'est l'un des lauréats du Forum NetExplo qui vient de se tenir à Paris, à l'UNESCO, qui sélectionne 100 ou 500 projets numériques innovants dans le monde et puis qui trouve 10 lauréats. Il y en a un vachement bien, c'est fait par un laboratoire de recherche israélien en collaboration avec General Motors. Ça s'appelle Windows of Opportunity. Regardez, l'idée c'est de dire, regardez, on a toutes ces surfaces magnifiques qui pourraient être tactiles dans les voitures, peut-être pas pour le conducteur parce que lui il faut qu'il se concentre sur la route, mais en tout cas pour les passagers arrière par exemple, les enfants. Jusque-là, on leur met des lecteurs DVD à l'arrière, le grand pacificateur. Oui, vous voulez regarder Cendrillon une fois de plus? Oui, mets-le en boucle. Allez, c'est parti, on va à Marseille. Voilà. Et là, après, tu veux sauter de la voiture au bout d'une heure et demie, généralement. Exactement. Et bien là, l'idée, c'est de faire en sorte que les vitres passagers deviennent tactiles et qu'on leur donne des fonctions, qu'on puisse développer des applications qui est par exemple un petit assistant numérique qui te donne des infos sur ce que tu es en train de voir, sur la région que tu es en train de traverser. Que tu puisses communiquer, imaginons, avec les voitures qui passent à côté de toi, comme une espèce de messagerie de l'autoroute, voire même que tu puisses, parce qu'évidemment tout ça est connecté, aller voir projeter sur la fenêtre de ta voiture ce que voient d'autres au travers de la fenêtre de la leur. Enfin voilà, c'est génial, ça s'appelle, bon évidemment, comme dit très bien la vidéo de General Motors au début, attention, cette fonction n'existe pas encore sur des modèles en magasin. Ça s'appelle Windows. Ça coûte très cher. Ça coûtera, évidemment, il faut attendre le sweet spot, le moment où la technologie et le prix, où les courbes se croisent et où ça devient abordable et intéressant. Ça s'appelle Windows of Opportunity, c'est un sacré beau projet. Mais attention aux crises de mal de cœur dans la voiture avec les enfants en arrière avec ce genre de produit. Ça sent le vécu. Ah bah tiens. Un autre... Non, c'est tout, Cédric, pour cette semaine? Non, c'est tout, ça ira pour cette semaine. Allez, Fanny, ton coup de cœur ce soir. Alors, moi, je vais faire plaisir à Rodrigo. Je vais parler d'abord d'un horloger. Non, c'est... Non. Non. Oh non, pitié. Non, c'est un horloger... Richard Mille. Non. Les montres à 500 000. Non, en fait, je vais parler de piano, mais d'une marque qui a été créée par un horloger qui était Monsieur Yamaha. Donc voilà, parce qu'on a des beaux pianos, ça fait plein de bruit, etc. Vous avez les enfants qui font les cours et depuis 25 ans, ils ont créé chez Yamaha le Silent, le piano Silent. Donc on peut le basculer en mode silencieux complet, qui ne fait pas de bruit parce qu'on s'écoute au casque. Et ils ont amélioré le système du Silent et ils l'ont sorti aussi pour le violon, le violoncelle et surtout la batterie parce que nos jeunes maintenant, le piano moins, mais la batterie oui. Et donc j'ai vu des démos cette semaine, et écoute, c'est fabuleux parce que c'est vrai que tu peux vraiment jouer. Tu as des processeurs qui calculent en direct tout ce qui se passe au niveau des touches ou des cordes, etc. Et c'est incroyable. Et ce qu'ils ont fait en plus, c'est que maintenant tu as une petite clé USB que tu peux brancher sur ton piano et tu peux t'enregistrer en direct et aller rebalancer ça sur YouTube ou autre tout de suite après avoir composé ton morceau. Mais les pianos Yamaha ne sont pas encore connectés, Fanny, c'est ça? Non, ils ne sont pas encore connectés, mais ça viendra. Merci Fanny. Et en plus, rue de Rome à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare,
on trouve des distributeurs qui vous font des prix très très bien et vous pouvez avoir le piano chez vous acheté à partir de 200 € par mois. Ah, ça a bien baissé. Ouais, 200 €, non, c'est un oui, non, parce que là, on est quand même entre 20 000 bon et 40 000 € quand même, le piano Silent. Ah, oui, il y a des super pianos d'études en Silent à 4 000 ou 5 000 € qu'on vous fait en pas très cher. Bien. Financé là-bas. Monsieur X, tes coups de cœur ou vos coups de cœur ce soir? Ouais, je vais commencer par me moquer parce que j'aime bien ça. Donc je voulais d'abord dire que la musique, la vraie, c'est AC/DC à fond. Donc un piano avec un casque, je vois pas là, je sais pas. Impressionnant. Ouais, avec plaisir. Alors mon coup de cœur. Ça va mieux, Rodrigo, ça fait plaisir. Mon coup de cœur. D'abord, je voudrais revenir, on n'est pas couché, sur mon coup de cœur de l'épisode 125. Oui. Qui était une application pour iPhone et iPad appelée Music Tiles, à la coopération du développement de laquelle avait participé Peter Gabriel et qui vous permet de faire sur votre iPhone et sur votre iPad des sonneries à partir des œuvres de Peter Gabriel. On l'avait annoncé, je l'avais mis comme coup de cœur et puis il l'avait retiré du store. On ne sait pas pourquoi. Bonne nouvelle, elle est enfin disponible aujourd'hui. Donc vous avez le lien sur ma page coup de cœur sur Facebook où vous tapez Music Tiles en un seul mot avec un S à la fin et vous pouvez enfin faire toutes les sonneries que vous voulez pour votre iPhone basées sur les plus grands titres de Peter Gabriel et notamment son album So, ça valait le coup d'y revenir. Autrement, mon coup de cœur de la semaine, c'est une batterie pour iPhone 5 qui vous permet un instrument, la batterie, tu veux dire, ou la batterie? Batterie pour charger. Et donc, moi, j'avais acheté pour mon iPhone 4 puis 4S un produit de chez Mophie, M-O-P-H-I-E, qui était le Mophie Juice qu'on mettait par-dessus. Tu l'avais acheté, je te l'avais passé. Oui, Pardon. Olivier m'en a passé un et j'en ai acheté un pour mon père derrière parce que je trouvais le produit très très bien. Bon, c'était bien, mais ça avait un défaut, assez long à recharger et puis assez gros, ça doublait le volume, triplait le poids dans votre poche. Mophie vient enfin de sortir son produit pour l'iPhone 5. Il s'appelle plus le Juice, mais il s'appelle tout seul, mais il s'appelle le Juice Helium avec un matériau nucléaire. Je sais pas lequel, mais il est maintenant tout petit, donc ça fait pas une grosse surépaisseur sur votre iPhone 5. Et puis moi je le trouve très beau. Et ça se met sur le Lightning, sur le port Lightning. Ouais, absolument. Et vous pouvez aller le voir sur le site de mophie.com. Il y a les spécifications du produit. Et puis la très très bonne nouvelle, c'est que le prix a été divisé par 2. On le payait $150 il y a un an. Ouais, il est à 79,95. Et donc j'en ai commandé un. Dès que je l'ai, je vous le montre. Donc le Juice Pack Helium pour iPhone 5, ça double la vie de votre batterie. Indispensable. On essaiera de le tester dans le prochain numéro d'iCriette. Merci Monsieur X. Du côté de Rafi, ses coups de cœur ou tes coups de gueule? Mon coup de cœur de la semaine, enfin en même temps j'en ai pas un par semaine, c'est l'ibuprofène. Tu reviens quand tu parce veux. Que j'étais malade lundi, mardi et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc vraiment, sincèrement, très bien l'ibuprofène. T'es malade, tu en prends, t'es guéri. Très bien. Mais ce n'est pas remboursé. Si, c'est remboursé. Ah bon, d'accord. Si. Ouais. Si, très bien. Sinon, un truc pas fracassant, mais que j'aime bien, c'est une appli qui s'appelle Moves, qui remplace mon Fitbit qui est mouru dans le lave-linge. C'est un grand classique. Après 3 ans de loyer au service, j'ai quand même tenu assez longtemps. Le Fitbit, donc, c'est un petit émetteur que vous mettez dans votre poche ou à revers de votre col, et qui est un coach de poche. Et fatalement, au bout de 3 ans, vous lavez le jean et le Fitbit meurt. Et donc Move, c'est une appli iPhone qui fait la même chose qu'un Fitbit, donc c'est toujours allumé et ça mesure votre nombre de pas, etc. Sauf que c'est synchronisé avec Foursquare et donc en gros ça marque non seulement le nombre de pas que vous avez fait, mais en plus les endroits par lesquels vous avez passé, le temps que vous avez mis dans les transports entre un lieu et un autre. Et donc ça raconte un peu votre vie, ce qui met un peu plus de poésie que la simple performance, que par ailleurs je ne fais pas, du nombre de pas ou du nombre de calories. Donc voilà, c'est joli. Et ça s'appelle comment, tu as dit? Moves, M-O-V-E-S. Et c'est gratuit, c'est sur l'App Store. Oui. Le meilleur pour la fin, à savoir bien sûr Rodrigo, le spécialiste, monsieur coup de cœur de cette émission. Moi je vais être sobre ce soir. C'est pas possible. Mais ouais, je vais d'abord vous faire un coup de nostalgie et puis
Et puis j'ai un coup de cœur à la con, comme d'hab. Oui. Mon coup de nostalgie, c'était... Il y avait un petit coin, au début de la rue de Bièvre, il y a longtemps, où il y avait une image très laide au mur, qui avait une montagne, et parce que dans ce coin-là, il n'y a qu'une seule montagne, où on servait un vin qui était vin par politesse, mais je ne sais pas trop ce que c'était. En revanche, les convives étaient vachement sympas. Et de temps en temps, il y avait un Arménien qui me disait « Allons déjeuner chez Vartan ». Je crois qu'il s'appelait Rafi Aladjian, ou Aladjian, je ne sais pas comment on prononce ça. Et je suis passé par la rue de Bièvre il n'y a pas longtemps, en allant manger dans un restaurant argentin, à El Sour. Et ben Vartan a disparu. Ils sont partis. C'était le seul endroit où on pouvait manger arménien à Paris, avec des gens qui te font la gueule et du vin dégueulasse, comme on les aime. C'est encore plus de la gueule que les Parisiens, non, c'est pas possible. Ah oui, non, t'as jamais vu un Arménien. Mais c'était très très drôle, et vous voyez, si vous voyez l'humour de Rafi, passer 1h30 avec lui à table, c'était délicieux. Donc la seule alternative, c'est le restaurant arménien sur la Croisette à Cannes. Ah bah tiens. C'est à l'autre bout, bout du Palais des Congrès. Il faut marcher jusqu'au bout. Restaurant arménien, il faut réserver parce que c'est toujours blindé. Il n'y a pas de menu. On vous sert, on vous gave. On vous dit, ben voilà, vas-y, mange mon gars. Et tu ressors 2h30 après, t'en peux plus. Et c'est très bien. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses du restaurant arménien, Rafi, à Cannes? J'y suis allé qu'une fois, mais ils n'étaient pas désagréables, donc c'était pas des vrais Arméniens. C'est pas des vrais Arméniens. Voilà, autodérision, parfait, j'adore. Allez, ton coup de cœur, ton coup de cœur, Rodrigo. Bon, allez, je pense que vous avez une envie absolument irrépressible de filmer autour de vous. Oui. Absolument. Avec votre iPhone, de préférence. Oui. Et qui tourne tout seul, de préférence. Non, on l'a déjà fait. C'est fait déjà. C'est fait. C'est fait, ça. Vous avez fait Cycloramique? Oui, c'est complètement con comme appli. On l'a fait il y a 15 jours. Il vibre. Ah ben j'étais seul avec la grippe. Voilà, il faut regarder les émissions, c'est trop tard. Allez, hop. Et donc Cycloramique. Vas-y. Cycloramique, une application en Corse en plus. Voilà, donc on est très fiers. Non, mais qui sert absolument à rien. Votre téléphone vibre et il tourne et il filme autour de vous. Il tourne tout seul, donc republicité, on est ravis pour eux. Cycloramique, c'est ça, Rodrigo. Ouais, mais moi je l'avais noté quand je vous avais fait mes 5 coups de cœur la dernière fois, j'en ai tellement que je dis allez, je vais pas vous en parler tout de suite. Mais c'est trop tard, il fallait faire l'émission même malade avec la fièvre, voilà. De mon côté, mon coup de cœur, on n'a pas pu vous en parler la semaine dernière, parce que lorsqu'on a enregistré l'émission depuis Los Angeles au Sonos Studio, c'est un produit Sonos, maintenant l'embargo a été levé, c'est la Playbar, c'est une barre de son signée du constructeur américain, elle se connecte à votre télé via une simple prise audio numérique, elle va diffuser le son de tous les objets qui sont connectés, de tous les périphériques qui sont connectés sur votre télé, les box, les PlayStation, les Blu-ray, les Apple TV, tout ça en numérique directement sur la console. Ces 9 haut-parleurs intégrés permettent de simuler évidemment le son Dolby 5.1. Si vous êtes un puriste, vous pouvez rajouter évidemment le caisson de base de la marque, Wi-Fi et les enceintes arrière des Play 3. Le tout sans fil, car on vient de le dire, c'est Wi-Fi. Qui dit Wi-Fi, c'est que ça interface avec le Mac, les smartphones, les iPhones, les iPads, via les applications maison, elle va puiser dans votre bibliothèque iTunes pour diffuser la musique dans toutes les pièces de la maison. Et cerise sur le gâteau, ça diffuse sur d'autres enceintes Sonos, si vous en avez d'autres dans la maison, comme Cédric notamment, le son de la télé, et vous pouvez écouter le match en faisant la vaisselle. Indispensable, ça s'appelle le Sonos ou la Sonos Playbar. Ça va coûter un petit peu cher, 699 €, mais c'est Wi-Fi, c'est connecté, et ça va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, l'autre coup de cœur que j'avais, c'est une application pour Mac, pour une fois. Son nom, c'est Reflector. Elle permet de transformer votre Mac en une sorte d'Apple TV et le transformer en mode miroir vidéo de votre iPhone, de votre iPad. En clair, vous envoyez en AirPlay l'image de l'iPhone et de l'iPad sur l'écran du Mac. Ça marche plutôt bien elle est encore un peu jeune, donc elle doit être perfectible, cette application. Elle est encore un petit peu instable, et ça vous permet notamment de pouvoir enregistrer des vidéos de démonstration de ces applications, et ça devrait encore une fois intéresser beaucoup de développeurs iOS. C'est une petite application, ça vaut 3 francs 6 sous, à savoir 12,99 $. Voilà. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran sur LCI à 14h10. Qu'est-ce qu'il y a au menu samedi dans plein écran? Il y aura justement le palmarès de NetExplorator à Paris, à l'UNESCO. Il n'y a pas que la vitre connectée de General Motors, il y a plein de choses vachement intéressantes, vous verrez. 14h10, première diffusion, samedi.
Merci Cédric. Vous trouvez Fanny dans une prochaine Fanny's Party, c'est au mois de mars. Fin mars, crois, oui, pour l'instant un petit peu de repos. Bien. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac via son Twitter @TroMesterX, ainsi que Rodrigo, le champion du Twitter, avec son Twitter @Rodrigo. Quant à Rafi Aladjan, ce fut un plaisir de te recevoir ce soir. On espère que tu reviendras nous voir à l'occasion de la sortie de ton prochain produit connecté. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous à partager cette émission et on espère te revoir très vite. Tu viens quand tu veux. J'ai peur, je crois que les zombies vont venir me chercher. Non, ça c'est va bien, monsieur. Couper la lumière. On va t'acheter une petite ampoule. Voilà, et je vous donne rendez-vous quant à nous à la semaine prochaine. Bonsoir.